Mesdames et messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 20h à la une ce soir. Le balai des passations de services s'intensifie avec de nouveaux visages aux commandes des ministères tels que le travail et l'emploi des jeunes, l'urbanisme, la santé et l'action sociale. Ces changements marquent une étape cruciale pour l'avenir des politiques publiques. Et puis on parlera de cette révolution dans le traitement de la drépanocytose au Sénégal. Le centre de greffe de la moelle osseuse de Dar el Jam se dote d'une technologie de pointe. Ce nouvel appareil de thérapie cellulaire ouvre la voie à un soulagement conséquent pour les patients. On le verra. Et enfin, le musée Théodore Monod, au théâtre d'une exposition singulière organisée par le Dakar Women's Group. Cette initiative illustre parfaitement la convergence entre expression artistique et engagement social, un vibrant hommage à la diversité culturelle et à la générosité humaine. Voilà pour les titres de ce 20h. Bienvenue à tous. Je vous le disais, le balai des passations de services dans les ministères continue. Abdoulaye Seydou Sow, le ministre sortant de l'urbanisme, a officiellement remis les rênes à Moussa Bala Fofana, nouveau ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. La passation tenue à Diamniadio ouvre la voie à de nouvelles perspectives dans la gestion et le développement urbain. Seydina Lufal. La passation de services s'est déroulée à Diamniadio en présence de tout le personnel du ministère de l'Urbanisme. Une cérémonie sobre et solennelle durant laquelle le ministre sortant Abdoulaye Seydou Sow a félicité son successeur et rappelé le travail qu'il a eu à accomplir à la tête de ce ministère. Nous nous sommes tous ensemble attelés au quotidien à promouvoir une urbanisation durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient. Cela en mettant l'accent sur la réalisation de deux programmes piliers de notre action, à savoir le programme Zéro Bidonville et le programme Sénégal Zéro Déchet. Le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement dit mesurer pleinement les défis à relever. Les attentes sont certes nombreuses, mais nous pouvons compter sur la volonté affichée par M. le Président de la République et par son Premier ministre pour des changements transformateurs à ce qu'aspire le peuple sénégalais. Également, je compte m'appuyer sur le potentiel en ressources humaines de qualité que regorge le département ministériel pour qu'ensemble nous puissions bâtir des villes résilientes qui garantissent aux populations des conditions de vie répondant aux meilleurs standards en termes d'aménagement pour un développement durable. Le nouveau ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a rappelé que le développement endogène figure parmi les priorités du gouvernement. Ce ministère est fondamental et central dans l'action du gouvernement. Nous parlons de l'aménagement du territoire, nous parlons de l'organisation spatiale de ces pays, nous parlons de notre cadre de vie, nous parlons du développement économique, parce que tous ces ministères n'ont pas de territoire. Il n'y a que, justement, les ministères que nous avons qui détenons un espace. Et cet espace-là, nous devons le préparer pour nos agriculteurs, nous devons le préparer pour nos éleveurs, nous devons le préparer pour l'industrie, pour nos mines. Nous devons régler la question de l'occupation du sol. Comment on aménage et comment on profite de ces ressources que le bon Dieu a données à ce pays, ce beau pays qu'est le Sénégal. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a remercié son prédécesseur Abdoulaye Seydou Sow pour le travail qu'il a eu à effectuer dans ce domaine et tout le personnel qu'il a accompagné. Yankoba Djemé, le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi des Jeunes et des Relations avec les institutions, prône l'ouverture et le dialogue lors de la passation de service avec Dr Annette Seck Ndiaye. Il a mis l'accent sur l'importance d'un changement systémique et d'une collaboration étroite avec tous les acteurs concernés. Moussa Mané. En plus de ses prérogatives habituelles, le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions hérite de l'emploi des jeunes. Un défi de plus à relever pour ce département très stratégique. Lorsque vous prenez le point 1 qui vous parle de la jeunesse, de l'éducation, de la formation, de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes et des femmes, nous sommes interpellés. Lorsque vous rajoutez la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat, qui est le deuxième point prioritaire dégagé par le président de la République, nous sommes interpellés. Et lorsque vous continuez en rajoutant
la lutte, j'allais dire, la modernisation de la justice, la protection des droits de l'homme, des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration du système démocratique. Je voudrais dire que nous ne sommes pas la justice, mais nous sommes quelque part auxiliaires de la justice. Pour relever ces défis, le ministre Yankouba Diémé compte d'abord le dialogue, la concertation avec l'ensemble des composantes de son département. Ensuite, l'élargir à d'autres comme les patronats, les organisations des travailleurs. Je prône pour l'ouverture, pour la proximité que nous a déjà inculqué le président de la République et le Premier ministre. Nous avons, nous, comme profession, de prôner et de faire le dialogue à tous les acteurs. Nous allons, nous, d'abord consommer ce que nous vendons aux autres. Le changement qui nous attend n'est pas une alternance ou une alternative. C'est un changement systémique qui nécessite que chacun se remette d'abord en cause personnellement et que chacun travaille à mettre de côté les aversions habituelles à la conduite des changements. Remerciant les partenaires et le personnel du ministère pour le soutien et l'accompagnement, Dr Annette Seck Ndiaye a souhaité plein succès au nouveau ministre. Juste un mois passé dans ce département, une belle expérience. Elle part avec un sentiment du devoir accompli. Mesdames, Messieurs, je suis fière d'avoir servi mon pays aux plus hautes sphères de l'État, aussi bien dans des stations administratives, politiques et aujourd'hui encore électives. Je sais que notre pays regorge de ressources humaines de qualité, à même de conduire notre pays vers l'émergence, dans la paix et la sérénité. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur vous, Monsieur le ministre, sur tout le personnel de ce ministère et veille surtout sur notre cher Sénégal. L'heure est déjà au travail pour le ministre Yankouba Diémé, une façon pour lui d'indiquer la direction. Et en perspective, il y a la fête du travail qui sera célébrée le 1er mai. Passation de service au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy a rendu hommage à l'engagement de son prédécesseur entré dans la bataille au cœur de la pandémie à Covid-19. Le nouveau ministre exhorte l'ensemble des travailleurs du secteur à redoubler d'efforts pour une meilleure santé des Sénégalais. Oumar Diaw. Après plus de 23 mois passés à la tête du département de la santé et de l'action sociale, Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye transmet le flambeau à son successeur. Lorsque j'ai pris les rênes de ce ministère, j'étais consciente des défis qui m'attendaient, car nous étions en pleine pandémie de Covid-19 avec un environnement peu favorable. Mais j'ai toujours été animée par une conviction profonde, celle que nous pouvions faire la différence. Je tiens à vous réitérer nos remerciements sincères pour tout ce que vous avez eu à accomplir à la tête de ce ministère. Et je mesure la portée, la gravité et la responsabilité de cette mission. Au cours de cette période de près de 2 ans, des avancées notables ont été enregistrées dans les domaines de la gouvernance sanitaire, de la qualité et de la réglementation pharmaceutique. Autre secteur touché par les mutations, celui des infrastructures, de la chirurgie avec les premières transplantations rénales, la riposte face aux urgences sanitaires. Malgré ces bons résultats non exhaustifs, il reste du chemin pour améliorer l'ensemble des performances. Il faut dire que nos systèmes de santé font face encore à des défis énormes à relever, surtout dans le futur, et que nous devons maintenant diagnostiquer le mot qui concerne notre système de santé. Adapter le diagnostic, autrement dit l'actualiser et même anticiper pour prendre en compte les générations futures. En un mot, bâtir un système apte à assurer les meilleurs services aux Sénégalais. Un système inclusif, un système performant, un système efficace, un système durable et à moindre coût. Placer le patriotisme, l'éthique, la déontologie et la responsabilité au cœur de tout acte. Le nouveau ministre appelle tous les personnels à se conformer à la nouvelle feuille de route et annonce des réformes structurelles majeures. Quant au docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye,
elle ne compte pas raccrocher son stéthoscope. Ses principaux collaborateurs ont tenu à lui remettre des cadeaux souvenirs symboliques pour lui manifester leur gratitude. Restons dans le secteur de la santé avec cette avancée majeure pour les drépanocytaires au Sénégal. Le centre de greffe de la moelle osseuse de Dalal Jammeh vient de s'équiper d'un appareil de dernière génération qui transforme le traitement de la drépanocytose. Cette nouvelle technique de thérapie cellulaire, désormais accessible localement, promet de soulager efficacement les crises et d'améliorer significativement la qualité de vie des patients. On voit tout cela avec Fanta Badji. Voici l'appareil révolutionnaire. C'est une plateforme médicale de traitement et de collecte de cellules souches qui propose une thérapie innovante aux malades drépanocytaires. Une première en Afrique noire francophone, en Afrique de l'Ouest. Là, ça nous permettra de faire à la fois de la thérapie cellulaire et la greffe de moelle osseuse. Au lieu que la machine pompe le plasma malade pour le remplacer par du plasma normal, on va pomper les cellules anormales, c'est-à-dire les drépanocytes, les cellules falciformées, les enlever et puis le remplacer par du sang normal. C'est des procédés que le drépanocytaire va pouvoir suivre régulièrement parce que ce n'est pas, je veux dire, une technique qui permet de faire disparaître la drépanocytose. Il faut que ça soit clair. Ça augmentera l'espérance de vie et ça diminue les complications dont l'accident vasculaire cérébral ou le syndrome thoracique aigu, qui sont les deux principales causes de décès chez le patient drépanocytaire. Son acquisition lance officiellement les activités médicales du centre de greffe de la moelle osseuse de Dalal Jammeh. On vient de commencer en phase test la thérapie cellulaire qui consiste à remplacer du sang malade par du sang normal ou des auto-anticorps qui circulent chez un patient et qui font que le malade puisse avoir des troubles, ça peut donner des maladies, pour lui donner du plasma normal. L'un dans l'autre, c'est soit de la plasmaphérèse, quand on remplace avec du plasma normal chez un malade qui a des problèmes de plasma, ou avec du sang total, des culoglobulaires, chez un malade qui a des problèmes de sang, par exemple chez les drépanocytaires. Un soulagement pour les patients, pour les familles de patients drépanocytaires qui se trouvent tout le temps en train de les amener au niveau des hôpitaux, pratiquement 2 fois par mois pour pouvoir être traités. Et ça coûte excessivement cher. Quand on a eu à faire une étude par rapport à la prise en charge d'un patient drépanocytaire qui est en crise vaso-occlusive, au bas mot, c'est 300 000 par hospitalisation. Imaginez un patient drépanocytaire que l'on hospitalise minimum 2 fois dans le mois. Combien de fois par année? Est-ce que les familles peuvent supporter ce coût-là? C'est la raison pour laquelle, pour toutes ces maladies chroniques, nous souhaiterions que le patient puisse être pris en charge par l'État du Sénégal, par l'intermédiaire de la couverture sanitaire universelle. La drépanocytose est un trouble de l'hémoglobine qui provoque d'intenses douleurs chez le malade et la thérapie cellulaire vient soulager les crises et offrir une meilleure qualité de vie aux patients et à leurs familles. Les drépanocytaires, ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. En faisant des crises vaso-occlusives, comme son nom l'indique, c'est des crises, donc il y a de la douleur, c'est vaso-occlusive, parce que ça occlue les vaisseaux. C'est pour ça qu'on dit vaso-occlusive. Donc ça bouche les vaisseaux. Et ce sont ces globules rouges anormaux qui sont sous forme de croissants lunaires qui vont obstruer les vaisseaux. Et c'est ça qui est à l'origine de l'anémie, de la coloration jaune des yeux et des crises répétées que le drépanocytaire fait. Et c'est la raison pour laquelle l'une des façons de traiter ces crises vaso-occlusives, surtout dans ces formes sévères, telles que le syndrome thoracique aigu ou même l'accident vasculo-cérébral qui peut survenir chez le drépanocytaire, c'est de faire cette thérapie cellulaire qui consiste donc à remplacer du sang malade par du sang normal. Cette thérapie cellulaire ouvre la voie à la greffe de la moelle osseuse qui guérit totalement les malades drépanocytaires. Le centre entièrement équipé va incessamment démarrer les premières greffes au grand bonheur des nombreux patients drépanocytaires en attente d'une fin de traitement.
Voilà pour cette bonne nouvelle pour les drépanocytaires. Santé toujours. Et cette question, comment réajuster son alimentation pour revitaliser son organisme après le ramadan? Les nutritionnistes suggèrent une reprise en douceur avec des aliments légers, une organisation stricte des 3 repas quotidiens. Ils insistent également sur l'importance d'une consommation accrue de fruits et légumes pour booster les cellules. C'est un reportage de Ramatadem. Comme avant d'entamer le ramadan, il faut aussi, à l'issue de cette période, réadapter le système digestif. Il doit se réhabituer aux 3 principaux repas, mais la quantité est à réajuster progressivement. Il faut encore du temps, autant de jours jeûnés, autant de jours de réalimentation pour espérer reprendre, par exemple, le poids qu'on a perdu pendant tout ce temps. Il faudra veiller à ce que l'alimentation soit vraiment digeste. Ce nouveau départ alimentaire implique aussi le choix des aliments. Pour la première semaine qui suit la fin du ramadan, il est conseillé de privilégier les fruits et légumes ainsi que les céréales. Ce qu'il faudrait manger, c'est toujours, comme je l'ai dit, des aliments sensés, nutritifs et qui sont sains. C'est quoi? C'est le maximum de légumes. Il faut manger énormément de légumes parce que c'est dans ces légumes qu'on va encore retrouver les micronutriments essentiels à la régénération de nos cellules. Surtout dans un état naturel ou cru. C'est-à-dire cru ou vapeur. C'est là où on a la possibilité de retrouver les micronutriments. Dans cette dynamique de reprise alimentaire qui vise à ménager le système digestif après 1 mois de jeûne, l'activité physique peut aussi aider. Pour ceux qui ont perdu quelques kilos, il n'est pas forcément nécessaire de prendre des compléments alimentaires. Parce que bon, en général, les personnes qui se trouvent dans les situations-là, c'est des personnes qui ne mangent pratiquement pas pendant le ramadan. Donc, occupés, ils prennent beaucoup de liquide. Donc, finalement, plus de place pour les aliments, etc., qui sautent le khad. Donc, en général, il y a des répercussions sur le poids. Ils perdent beaucoup de poids. Mais bon, ça ne sera pas nécessaire, vraiment, sauf quand c'est un cas sérieux. Peut-être, et là, il faut référer vers le médecin. Mais sinon, en dehors de ça, il faut tout juste reprendre son alimentation, y aller mollo. L'application de tous ces conseils devrait permettre au corps et à l'esprit de retrouver un rythme normal après le temps de jeûne. À Matam, les céréales locales sont au cœur de la lutte contre la malnutrition infantile. Des ateliers de transformation céréalière sont désormais mis en place pour promouvoir une alimentation saine et accessible. Fatmata Banelba nous plonge dans ces séances de sensibilisation où les mères découvrent comment les produits locaux peuvent renforcer la santé de leurs enfants. Voici son reportage. Doumgaringa, village situé à 40 km de Matam. Ce matin, chez Hawali, séance de causerie avec les mamans sur les méthodes culinaires et la transformation des produits locaux en farine enrichie. Une farine composée de mil, niébé, maïs, arachide et riz, idéale pour l'alimentation des bébés de 6 mois à 2 ans. C'est une farine enrichie qu'on a pu fabriquer ici, même dans le village, avec les groupements féminins. Mais les formations aussi ont été reçues par ce programme-là. Ces apports nutritifs ont permis une régression significative de la malnutrition ici à Dunga et dans les autres villages de la région. Ces mamans ont pu prévenir le phénomène grâce à l'accompagnement de la cellule de lutte contre la malnutrition présente dans la zone depuis 2008. Et depuis 2 ans maintenant, on quand même note une tendance à la baisse. Tous les enfants de 6 à 59 mois sont visités, sont dépistés, sont suivis. Et on se retrouve avec une prévalence aujourd'hui qui tourne autour de 4%. Et avant 2016, on était à des taux qui étaient très élevés, qui avoisinaient les 12% avec le MIAC. Si Matam a pu sortir du seuil critique, c'est aussi grâce à l'implication des mamans et des relais communautaires. On fait des causeries, on fait des causées avant tout, on fait des dépistages, on fait des visites à domicile et des entretiens individuels comme avec les mères gardiens de l'enfant. Depuis que le programme est là, les relais insistent sur l'allaitement exclusif et quand les bébés tombent malades ou sont sujets à des diarrhées, ils leur donnent tout de suite des médicaments ou nous réfèrent à des hôpitaux. Pendant ma grossesse, moi-même, j'étais malnutrie. Et c'est à ces 6 mois que Awali m'a référé à Bokidiawe pour y suivre un traitement. Malnutrition aiguë modérée MAM et malnutrition aiguë sévère MAS, 2 formes de la maladie qui ne nécessitent pas cependant la même prise en charge.
Il y a la malnutrition aiguë modérée, prise en charge au niveau communautaire. Et quand on parle de malnutrition aiguë sévère, ça veut dire que forcément, il y a en tout cas une prise en charge médicale à opérer au niveau des structures. Et pour le traitement, on a instauré un traitement systématique. Il y a le claforan, le Janta, plus le S75. Pour parer les déséquilibres et carences nutritives, la CLM incite les familles à mettre en place des potagers et l'élevage de petits ruminants pour bénéficier de certains aliments, certes, mais également aider à la bonne croissance des enfants. Direction Tivaouane, où des milliers de fidèles sont attendus pour la Ziara générale du 21 avril prochain. La ville sainte bouillonne d'activité alors qu'un CRD présidé par le gouverneur de Thiès met un point d'honneur sur la santé, la sécurité et l'hygiène. L'objectif est de garantir le bon déroulement de cet événement spirituel majeur. Fatmata Banelba. Tivaouane, la Sainte Ville, sera le point de ralliement de milliers de fidèles tidjanes le 21 avril prochain, à l'occasion de la Ziara générale. Ils viendront de plusieurs localités du Sénégal pour honorer ce grand rendez-vous inscrit dans l'agenda de la communauté tidjane. La Ziara générale est une initiative instaurée par Serigne Babacar Sy en 1930 pour communier avec ses disciples. Et pour mieux organiser l'accueil de ce beau monde, un CRD spécial a été présidé par le gouverneur de la région de Thiès. Nous allons combiner les efforts de la gendarmerie et de la police pour d'abord tenir tous les axes qui mènent vers Tivaouane, 72 heures avant et 24 heures après l'événement. Nous travaillerons aussi à l'intérieur de la commune avec 500 éléments du groupement mobile d'intervention pour permettre d'abord une circulation correcte dans la ville sainte, mais également assurer la sécurité des pèlerins et des populations de Tivaouane. Outre le dispositif sécuritaire, l'approvisionnement en eau potable, la fourniture en électricité, la santé et l'hygiène seront des points essentiels à gérer. Pour la santé, déjà le dispositif de l'année dernière a été reconduit, mais il a été revu à la hausse en termes de personnel que nous allons déployer, en termes de postes médicaux avancés pour aider les pèlerins qui sont dans le besoin, mais surtout aussi, nous travaillons avec le ministère pour relever de manière substantielle l'enveloppe qui est relative à la dotation en médicaments. À l'image du Grand Gamou de Tivaouane, la Ziara générale recueille une organisation à la mesure des milliers de pèlerins qui rallient la ville sainte. La tenue de ce CRD a enregistré la satisfaction du comité d'organisation, à sa tête Serigne Moustapha Sy Al-Amine, Serigne Habib Sy Mansour et les représentants du COSCAS. Parlons culture à présent avec cette exposition d'art au musée Théodore Monod. Elle est à l'initiative des femmes de Dakar Women's Group. Cette association, dont les membres sont issus d'une cinquantaine de pays, a pu réunir de nombreux artistes locaux. L'objectif est d'aider les communautés de déshérités, dont des handicapés de la banlieue. Une expo riche qui vaut le détour pour une cause juste. Oumar Diaw. Le musée Théodore Monod s'est paré de plusieurs œuvres artistiques allant de la peinture à la sculpture en passant par le collage et la photographie. Une initiative colorée du Dakar Women's Group. Des femmes qui viennent de presque de 50 pays, comme moi, que je suis érythréenne, on a des Américains, on a des Mauritaniens, des Turcs, de tout le monde qui habite ici. On a notre propre travail, mais on a décidé de venir ensemble et voilà. xool ay femmes étrangères lañu jóge yeneen dëkk dajaloo ñii turc ñii États-Unis fu ne ñëw boole seen doole pour defar lenn pour waa réew mi donc loolu bu fekkee ñeneen ñooy jóge feneen waxuma la kon ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi am moyen. Un engagement de femmes étrangères dévouées à la cause des communautés sénégalaises, de Dakar notamment. Le art show qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt pour supporter ou donner la visibilité aux artistes, surtout les artistes femmes qui ne sont pas connues. Et on a aussi des artistes qui sont très connus, donc on mélange tout le monde. Les recettes de vente générées vont aller dans l'escarcelle des auteurs, mais un pourcentage non négligeable permettra de soutenir des organisations locales. Le fait qu'on achète d'ici et que 20%
partent pour les associations qui ont vraiment des objectifs précis. C'est très important. Donc c'est deux choses à la fois. C'est très beau à voir et en même temps on fait du bien aux gens. Des enfants qu'on aide, il y a des écoles qu'on aide. Il y a aussi des enfants handicapés qu'on aide aussi. Et on aide aussi à construire des écoles, des toilettes dans les écoles. Autonomisation, créativité et diversité, ce sont là les grandes orientations de cette association de femmes. De nombreux artistes ont spontanément répondu à l'appel. Nous vivons pour l'art et puis voilà, tout ce qui va avec l'art nous intéresse. C'est pourquoi on est venu, on n'a même pas hésité, quoi. Cette exposition est un pont de solidarité entre les artistes, les membres de DWG, les donateurs et les mécènes, ainsi que les populations. C'est ça qui fait les ponts entre les deux peuples et entre tous les peuples, bien évidemment. Donc c'est pour cela que j'ai tenu à venir ici. Il s'agit de l'expression d'une solidarité dans un monde de diversité et souvent d'atrocités. L'actualité à l'étranger nous amène au Niger où une manifestation a eu lieu pour le départ des soldats américains. Au Moyen-Orient, l'Iran a saisi un porte-conteneur israélien près du détroit d'Ormuz. À Gaza, plus de 6 mois après le début de la guerre, plus de 620 000 enfants sont privés d'école selon l'UNICEF. Mais nous nous rendons d'abord en Australie où un homme non identifié a tué 6 personnes et blessé plusieurs autres lors d'une attaque au couteau dans un centre commercial. Le récit de Neiko Maniaï. En Australie, une attaque au couteau a fait 6 morts et plusieurs blessés, dont un bébé de 9 mois, ce samedi dans un centre commercial à l'est du pays. La police n'écarte pas la piste terroriste. L'agresseur non identifié a été poursuivi et abattu par une policière. En Iran, les forces spéciales maritimes des gardiens de la révolution iranienne ont saisi ce samedi un porte-conteneur lié à Israël, près du détroit d'Ormuz. L'armée israélienne a réagi en déclarant que l'Iran subira les conséquences de son choix d'aggraver davantage la situation. Au Niger, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans la capitale Niamey pour exiger le départ sans délai des soldats américains. Plusieurs figures du régime en place ont assisté à ce rassemblement. Pour finir, à Gaza, plus de 6 mois après le début de la guerre, près de 35 500 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. Selon l'UNICEF, 625 000 enfants sont privés d'école depuis le début de la guerre. Opération grand nettoyage post-Korité. La Sonaged a déployé de gros moyens pour assurer la propreté sur tout le territoire national. 200 bus à ordures ont été installés et plus de 300 agents mobilisés partout dans le pays. D'ailleurs, les opérations de nettoiement se poursuivent durant toute cette semaine, nous dit Amadou Diallo. Un dispositif exceptionnel devenu tradition pour Sonaged. En cette matinée de fête de Korité, les agents prennent d'assaut le marché des HLM. Nulle place où leurs mains ne passent et repassent. Un seul objectif, Sénégal propre. 3000 agents mobilisés, dont 2000 rien qu'à Dakar. 200 bacs à ordures ont été installés et plusieurs tricycles déployés à travers toute la ville. Nous avons remarqué un grand changement, c'est-à-dire que si on fait la comparaison entre ce qui se passait les années passées et ce qui s'est passé ces 2 dernières années, par exemple, on voit qu'il y a eu un grand changement. Hier ici, par exemple, c'était tout sale. Les déchets étaient mélangés avec cette eau-là que vous voyez stagner ici. Mais maintenant, on voit que depuis ce matin, les équipes de la Sonaged sont venues, ils ont bien nettoyé. Voilà, ils ont rendu propre cette partie en fait du marché. Sonaged intervient ainsi avant, pendant et après la fête sur toute l'étendue du territoire national pour un cadre de vie sain. Avant la fête, il faut dire qu'il y a 2 préoccupations majeures. C'est d'abord les marchés qui constituent des dépôts d'ordures très renforcés. Mais il y a également les lieux de culte. Et aujourd'hui, pendant la fête aussi, un dispositif spécial a été mis en place pour que sur les grandes artères, mais également ces marchés-là, que les ordures puissent être évacuées très rapidement. Et pour mettre en place ce dispositif spécial, près de 3000 agents ont été mobilisés, près de 2000 au niveau de Dakar et 1040 au niveau des autres régions, en vue véritablement de satisfaire les populations. Les agents de Sonaged, tels des soldats en mission, ne ménagent pas leurs efforts pour un Sénégal propre.
Les populations sont interpellées à se joindre avec engagement à cet élan pour un environnement de qualité. Et retour pour finir sur les passations de services qui se poursuivent dans les ministères. Dr Fatou Diouf, la nouvelle ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, place la lutte contre la pêche illicite au cœur de sa mission. Annoncée lors de la passation de services, cette priorité marque un tournant décisif pour le secteur. On reste avec Amadou Diallo. Dr Fatou Diouf prend ainsi officiellement fonction. La nouvelle ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires reçoit le flambeau de Papa Sagna Mbaye. Dr Fatou Diouf va désormais présider aux destinées d'un secteur où elle a fait ses premières humanités dans l'administration sénégalaise. Une passation de service qui marque une nouvelle ère et un engagement renouvelé en faveur des acteurs de la pêche. Je voudrais noter avec insistance que conformément à la vision de M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je ne ménagerai aucun effort afin que nos ressources halieutiques soient protégées et exploitées de manière responsable et durable dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. À cet effet, donc, des mesures de gestion de nos pêcheries seront renforcées et la recherche scientifique ainsi que le suivi, contrôle et surveillance des pêches qui occuperont une place importante pour éradiquer les mauvaises pratiques de pêche dans notre zone économique exclusive et optimiser l'utilisation de nos ressources halieutiques. La ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires entend œuvrer dans une démarche inclusive pour le développement du secteur. Je voudrais également souligner que la filière de la transformation des produits halieutiques ne sera pas en reste. En ce qui concerne les infrastructures maritimes et portuaires, je m'investirai pleinement pour que le Sénégal devienne une plateforme africaine des transports maritimes internationaux. Enfin, je veillerai à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires appropriés pour permettre la matérialisation de ces différents objectifs définis dans la politique des pêches de M. le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le ministre sortant Papa Sagna Mbaye s'est félicité des progrès réalisés, notamment en matière de développement de l'aquaculture et des infrastructures portuaires. Il a exhorté les acteurs à accompagner la ministre pour la réussite de sa mission. Et je vous invite maintenant à découvrir comment le pagne, bien plus qu'un simple vêtement, est devenu une pièce maîtresse dans l'art et la séduction et un symbole fort de l'identité culturelle africaine. Fatou Diouf nous plonge dans l'histoire et la grande appréciation de ce textile emblématique. Voici son reportage. Le pagne, un vêtement typiquement africain. Le nouer requiert un savoir-faire, une technique. Le pagne, on le noue sur le côté gauche. C'est-à-dire la bande inverse, elle est sur le côté droite. Et la bande qui est posée par-dessus est sur le côté gauche. Et le pagne doit faire 2 mètres. Maintenant, c'est 1,80 m. On est d'accord. Ça ne doit pas dépasser les hanches, ça ne doit pas couvrir la moitié de la hanche. Parce que ça, il paraît que c'est pas bon. C'est-à-dire quand le pagne fait le tour, c'est quand quelqu'un est en deuil. Traditionnellement, le pagne était noué à partir de la poitrine, un peu en dessous, façon de cacher le ventre. Et les femmes pouvaient mettre jusqu'à 3 ou 4 pagnes en même temps. Il est à la fois pudique et sensuel. Paradoxal, oui, mais c'est l'effet recherché. Car la femme doit se couvrir pour rester un mythe aux yeux de l'homme. Parce que c'est une bonne chose de bien nouer son pagne et ne rien laisser transparaître. C'est ça qui crée le mythe chez la femme. Autrement, les hommes ne te respecteraient pas. Le pagne qu'on appelle malane est une astuce très importante dans notre tradition. Le premier pagne nuptial, c'est-à-dire celui utilisé pour la première nuit de noces, est une bonne protection pour la femme. Dans les moments de détresse, la femme peut la sortir et prier avec. Les femmes d'hier portaient 2
4, voire 7 pagnes. C'était la mode. Au-delà de l'esthétique, chaque pagne revêt une signification et une fonction bien définie, et cela à toutes les étapes de la vie. Le pagne, quand on est en deuil, la manière dont on le porte est différente quand on est dans un moment loisir. Et quand on doit aller au marché et tout ça, le pagne, on le porte de la manière dont j'ai dit. Et maintenant, si c'est maintenant au temps ancien où il y avait les reines anciennes, les lingères, elles avaient des superpositions de pagnes. Il y a toujours le petit pagne en bas qu'on ne voit jamais, parce que c'est le pagne secret. Et maintenant, il y a un pagne blanc. Et ensuite, on met un pagne tapis, tout c'est en coton. Et maintenant, tu commences à mettre les tissus. Et tu mets le indigo, après tu mets le bleu baha, le bleu ciel. Ensuite, tu mets maintenant les pagnes tissées de différentes couleurs jusqu'à en avoir 7. Et maintenant, mettre l'endoquette et poser le grand boubou dessus. Ensuite, prendre la bande de pagne tissée, qui est différente de toutes ces pagnes-là, et de le mettre, et de blouser et de superposer tous ces étalages pour qu'on puisse voir toutes ces couleurs-là. Et ça, c'est le charme. Et ensuite, mettre un bracelet de cheville ou des perles sur les chevilles pour montrer la sensualité de la femme. Il y a des femmes qui accordent une importance capitale au pagne nuptial. Elles ne sortent que quand leur enfant doit, par exemple, aller en voyage ou si elle est confrontée à des difficultés dans son ménage. De nos jours, il est rare de voir une femme mettre le pagne. La modernité est passée par là. Très rarement, l'utilisation du pagne est de moins en moins fréquente chez les filles, ce qui est la cause de beaucoup de petites maladies comme les maux de ventre ou autres, car les filles ne se couvrent plus comme le veut la tradition. C'est un constat que j'ai fait parce que j'ai parcouru la sous-région, que ce soit au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et le constat qu'on fait, c'est qu'on voit rarement des femmes qui sont en pantalon. La plus grande majorité donc, portent des pagnes. Alors qu'au Sénégal, c'est le contraire. Alors que nous sommes tous en Afrique de l'Ouest. Il est temps alors que la gente féminine renoue avec ses valeurs et le rapport MASS veut voir plus de femmes en pagne, la vraie femme sénégalaise. Feccal baaw naan mu taw dañoo tàng la pluie est maintenant rare comme jigéenu xale sër ñun dañu sonn ci leggings Rihanna ak Beyoncé na ma gis ay suk ak Dibor ni ñuy sañse pour dire que quand on dit dañu sonn c'est pour dire que on veut maintenant voir plus de femmes en pagne juste pour avoir cette femme qui s'accepte, cette femme authentique. Tout le monde connaît Aïda Souka et Malick Ndiaye Fara Thial, n'est-ce pas? Donc nous voulons avoir ces femmes-là qui acceptent leur rondeur, leur noirceur, leur peau claire. Le pagne au Sénégal était symbole de chasteté et de féminité. Plus qu'un vêtement, il est culturel. Il est un reflet de la société sénégalaise et au-delà même africaine. C'est enveloppé dans l'élégance et les couleurs du pagne que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.